podcast La Première. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Je vous aime. L'amour comme on le fait, l'amour comme on en rêve, l'amour comme on n'ose pas toujours le dire. C'est bon, oui. Oui. Oh. C'est bon, c'est tous les samedis de 22h à minuit et aussi la nuit du dimanche au lundi. Parlez-moi d'amour, une émission de Gabriel Stefanski. Amoureuses et amoureux de la planète Eros, bonsoir ou belle nuit. Peut-être et même plus que vraisemblablement avez-vous côtoyé dans votre milieu familial, professionnel ou amoureux ce que l'on nomme en langage psychanalytique un pervers narcissique. Belle-sœur affabulatrice et médisante, supérieure hiérarchique tyrannique ou partenaire manipulateur, la plupart du temps, nous ne voyons rien venir, mais les signes sont là. Refus de la réalité, détournement de la parole, culpabilisation de l'autre, impossibilité de se séparer, angoisse d'être abandonné. Ce soir, le psychanalyste et auteur Jean-Charles Bouchou s'interroge sur les origines et le fonctionnement des pervers narcissiques et sur le moyen pour les victimes de leur échapper en contrecarrant toute tentative de manipulation ou d'emprise
Vous êtes psychanalyste et vous êtes l'invité ce soir de Parlez-moi d'amour parce que vous êtes dans l'actualité littéraire avec 2 ouvrages. Alors, la réédition d'un best-seller, on peut le dire, puisqu'il s'est vendu comme des petits pains, Les pervers narcissiques. Ça, c'était paru chez Erol. Et puis, chez Payot, Pourquoi m'as-tu abandonné? Sortir de l'angoisse d'abandon et cesser d'être victime. Alors, Jean-Charles Bouchou, quand j'ai parlé autour de moi de ces 2 ouvrages, on m'a dit « Ah, les pervers narcissiques, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux. » Et ça, c'est des amis de filles qui m'ont dit ça. Est-ce qu'il n'y a pas une petite confusion aujourd'hui sur ce que sont les pervers narcissiques? On entend perversion, mais vous le définissez bien dans cet ouvrage, hein, le premier dont on va parler un petit peu, les pervers narcissiques. Est-ce qu'on n'associe pas le mot pervers à quelque chose de libertin, libidineux, voire obscène? Dans la langue anglo-saxonne, pervers narcissique ne prendrait pas sens. Parce qu'en anglais, pervers, c'est exclusivement pour le sexuel. Le terme de pervers narcissique a été inventé en France par des psychanalystes, s'agissant d'une catégorie de gens qui sont quand même assez rares. Hein. C'est vrai qu'on a tendance, beaucoup de gens ont tendance à avoir des pervers partout, des pervers narcissiques partout, et c'est peut-être un peu exagéré. Alors, qui sont-ils et comment ils fonctionnent et comment arrivent-ils à faire de nous leurs victimes? Le pervers narcissique, en fin de compte, c'est quelqu'un qui est à la limite de la schizophrénie. C'est quelqu'un qui va très mal et qui, pour s'en sortir, crée une relation particulière, qui est une relation perverse narcissique. Je crois qu'on aurait plus intérêt à parler d'ailleurs de relation perverse narcissique plutôt que de pervers narcissique. Parce qu'à la fin, si on n'entre pas dans cette relation, il n'y a pas perversion narcissique. Il va projeter dans sa victime, il va projeter tous les symptômes, tous les mécanismes de défense propres à la schizophrénie. Et en fin de compte, il ne devient pas schizophrène, mais on rentre dans une relation schizophrène et schizophrénogène, c'est-à-dire qui rend fou. Et en fait, le pervers narcissique agit aussi bien dans le milieu du travail que dans la famille, que dans la relation amoureuse. Oui, il faut absolument pour que ça fonctionne, qu'il y ait une relation particulière, une relation privilégiée, un lien qui soit difficile à rompre. Donc ça se passe toujours, vous avez raison, ça se passe toujours dans le milieu professionnel, donc logiquement, entre un chef de service ou un employeur vis-à-vis d'un salarié. Il faut qu'il y ait un lien difficile à rompre, alors ça peut être le lien amoureux aussi, et évidemment le lien filial, c'est-à-dire des parents vis-à-vis de leur enfant. Alors on rencontre d'autres cas plus rares, ça peut être une grande amitié, mais ça s'apparente au lien amoureux. Où j'ai vu un cas rarissime où c'était alors un salarié vis-à-vis de son chef de service. Ça paraît pas logique, parce que le lien de subordination est quand même plutôt en faveur du chef de service, mais peut-être était-il amoureux tout simplement. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant, Jean-Charles Bouchou. Il faut qu'il y ait un lien difficile à rompre. Pourquoi? Il a besoin, le pervers narcissique, d'une proie qui soit à sa portée tout le temps? Oui, voilà, il a besoin d'une relation fusionnelle. C'est-à-dire que pour ne pas devenir fou, pour ne pas se transformer, vous savez, en Dr Jekyll et Mr Hyde, se couper en deux, il va créer une relation fusionnelle avec sa victime, et dans la relation fusionnelle, par des mécanismes de projection, il va dire « je suis le Dr Jekyll et tu es Mr Hyde ». C'est-à-dire, à nous deux, nous faisons un, et quand on se coupe en deux, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de relation schizophrène. C'est-à-dire que le clivage, la coupure, elle se fait à l'intérieur de la fusion, plutôt qu'à l'intérieur du pervers narcissique, qui comme ça échappe à sa folie. Et alors, c'est un névrosé. Ah non, on est au-delà de la névrose. Hein. On est, je vous dis, à la frontière de la folie. D'ailleurs, la relation devient folle. D'ailleurs, souvent, et ça je le dis à l'intention de gens qui seraient encore victimes de pervers narcissiques, souvent la victime finit par avoir des attitudes folles. C'est-à-dire qu'il nous rend fous. Alors je rassure, c'est-à-dire qu'à peine on est sorti de la relation, très rapidement les symptômes de la victime disparaissent. C'est-à-dire que chez le pervers narcissique, c'est structurel. Il y a peu de chances qu'il change un jour, alors que chez la victime, c'est plus souvent, généralement, conjoncturel. C'est-à-dire que hors de la relation, les symptômes disparaissent. Mais ne retombe-t-on pas systématiquement dans ce type de relation? On dit par exemple que les femmes battues, une fois qu'elles se libèrent de ce lien, vont renouer une relation avec de nouveau un homme violent. Ça ne va pas être souvent. Souvent, oui. Il faut quand même limiter. Oui, bien sûr, c'est pas systématique, bien entendu. Non. Ouais. Ici, est-ce que le processus est le même?
Ça peut, c'est pas obligatoirement, mais ça peut, oui, vous avez raison. Souvent, si on accepte qu'on nous parle mal, par exemple, vous avez des gens, si vous leur parlez mal, ils vous tournent le dos, ils s'en vont, et vous n'arriverez jamais à avoir une relation perverse narcissique avec eux. Donc si on accepte de mal se laisser parler, c'est que généralement on a été habitué comme ça. De même que la femme battue qui recommence à rencontrer quelqu'un qui va la battre, souvent dans son enfance, il y a eu de la violence. Je veux dire, la violence, c'est quelque chose d'inacceptable. Et bien souvent, ce que la victime va devoir apprendre, c'est à se respecter elle-même. On me dit souvent, qu'est-ce qu'on doit dire à un pervers narcissique? Non, mais qu'est-ce que vous devez vous dire à vous-même? Commencez par se respecter soi-même. C'est Il y a un pas... phénomène de répétition souvent qui se produit, c'est ça dont vous me parlez. Donc on a connu quelque chose dans notre enfance, et ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais vous savez, quand on est habitué à la violence, quand on retrouve la violence une fois adulte, il y a quelque chose de rassurant, parce qu'on est en territoire connu. On sait comment réagir, on sait comment se positionner. Quelqu'un qui n'a jamais reçu d'amour, donnez-lui de l'amour, il va être surpris, il va pas comprendre et il risque même de s'en aller. De fait, on connaît plusieurs cas comme ça. Alors, Jean-Charles Bouchou, vous dites qu'il faut avoir une bonne image de soi, une estime de soi, Oui. alors que le pervers narcissique essaie de nous faire croire tout le contraire, que nous sommes Ah oui, oui, de oui, mauvaises tout à fait. personnes. Le pervers narcissique, on le comprend, il va vous expliquer, je suis quelqu'un de formidable, il va le dire ça à tout le monde, mais à l'intérieur de lui, il est persuadé du contraire. Donc cohabite en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, le Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc dans la relation, ce sont des identifications projectives. Il va vous dire, tu es la mauvaise personne, et moi je suis la bonne personne, vous voyez? Et comme ça arrive à le soulager. Donc effectivement, il vous tire vers le bas, il vous enfonce. Vous avez raison. Vous citez un exemple dans ce premier livre que nous effeuillons en votre compagnie, Jean-Charles Bouchou, Les pervers narcissiques, l'exemple d'un couple dont le mari n'a de cesse d'être assez gentil avec sa compagne lorsqu'il fréquente ses amis, sa famille à lui. Et puis dès qu'on est dans le champ inverse, on va dire, chez les amis de l'épouse, là, il va presque la maltraiter, Oui, ça la c'est un des dévaloriser. symptômes. C'est un des symptômes remarquables dans la relation perverse narcissique, c'est que le narcissique est quelqu'un d'absolument charmant, c'est quelqu'un d'absolument séducteur, on a le mot narcissique quand même dans la phrase. Un des symptômes, c'est qu'il va tenter de vous isoler parce qu'il a peur de cet autre qui pourrait venir se placer à l'intérieur de la relation. C'est-à-dire qu'on ne serait plus dans une relation fusionnelle, on serait dans une relation triangulaire. Toujours, il va tenter de vous isoler, de vous dévaloriser en public. Mais il le fait intelligemment, parce qu'il ne faudrait surtout pas que l'autre puisse penser qu'il est un salaud. Vous voyez? Donc il va s'appuyer sur des choses remarquables. J'avais un autre exemple qui me vient là d'une personne qui n'arrêtait pas de dévaloriser son partenaire. Et une fois en public, elle lui fait une dernière réflexion et lui explose. Voyez-vous? Et là, c'est tellement bon pour le pervers de dire, ah, regardez-le comme il est nerveux, comme il est agressif. Après, il dira que c'est moi qui suis pervers. Vous voyez? Donc
qui font de certaines personnes des pervers narcissiques. Où est la source ? L'origine est à trouver dans la petite enfance. L'origine est à trouver au moment où l'enfant commence à prendre conscience qu'il fait partie d'une société. La première société que nous rencontrons, ce sont nos parents, c'est papa, maman et moi. À ce moment-là, l'enfant a ce fantasme de revenir en fusion avec sa maman. Et en même temps, il commence à découvrir qu'il y a une interaction. Vous savez, le psychanalyste Jacques Lacan parle du stade du miroir. Mais bien plus que son reflet dans le miroir, en fin de compte, c'est le reflet dans le regard de l'autre qui nous montre qu'on existe. C'est-à-dire que l'enfant sourit, on lui sourit, qu'il boude, on s'inquiète. Donc là, il comprend qu'il a une interaction. Et puis, il aimerait revenir en fusion. Et pour pouvoir entrer en fusion avec maman, il faut dénier complètement l'existence de papa. Ce qui, normalement, ne va pas de soi, mais dans certaines familles, si. Soit, alors on est souvent dans les extrêmes pour les causes des symptômes, soit que le père est fade, absent. Moi, quelqu'un récemment me disait, quand le petit veut venir dormir dans mon lit, une maman me disait ça, je demande au papa d'aller dormir dans le canapé. Alors imaginez l'enfant qui se sent tout puissant et bien plus puissant que le père, puisqu'il peut si facilement prendre sa place. Il est vraisemblable que par la suite, quand il sera adulte, il va sans cesse dénier la présence du tiers, de l'autre, de celui qui, normalement, dans l'inconscient, est porteur de la loi. Le pervers narcissique, sans cesse, interroge la loi, sans cesse, et veut montrer qu'il est plus fort que tout le monde. C'est ça qui le distingue d'un autre cas qu'on appelle le psychopathe, celui qui n'a pas du tout entendu la loi et qui pense que tout ce qu'il fait est normal. D'ailleurs, ça se sent bien parce que le pervers narcissique, vous remarquerez, dans la relation, est sans cesse à vous culpabiliser. Donc s'il cherche à vous culpabiliser, c'est qu'il a une notion de culpabilité. Et comme il ne le supporte pas, cette culpabilité, il la projette en vous. En fait, il est tout le temps en train de dire, si tout va mal, c'est à cause de toi. Donc c'est sans cesse trouver en l'autre le responsable de quoi ? Son mal-être, son manque d'amour, son incapacité à s'affirmer autrement que dans cette relation ? En fait, le pervers narcissique est porteur d'une dépression et il travaille à exporter sa dépression dans l'autre. Voilà ce qu'il fait. Et puis, il est porteur aussi d'une forte angoisse d'abandon. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'écrire ce deuxième livre, Pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est-à-dire que c'est son angoisse d'abandon qui se joue là. Et il dit à l'autre, tu es tellement mauvais que je vais finir par t'abandonner. C'est d'ailleurs très intéressant de remarquer que dans les couples comme ça, dans les relations perverses narcissiques, on est toujours à se menacer de quitter l'autre, mais ça peut durer des années et jamais personne ne quitte personne. C'est-à-dire qu'on joue à la patate chaude, qui va être abandonné. Alors Jean-Charles Bouchou, on va entamer justement ce deuxième ouvrage paru chez Payot. Oui. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Sortir de l'angoisse d'abandon, cesser d'être victime. Ça, c'est une angoisse aussi qui est là dès notre naissance, cette angoisse d'abandon. Oh non, l'angoisse d'abandon n'existe pas dès la naissance. Elle existe à partir du moment où on comprend qu'on existe déjà, parce qu'on peut supposer que le nourrisson, à sa naissance, a d'autres préoccupations que de savoir déjà que l'autre existe et qu'il existe lui-même. C'est une découverte qui se fait durant les premiers mois de vie. Et c'est au moment où il découvre qu'il a une image, je le disais tout à l'heure, au moment où il découvre son interaction avec le monde, qu'il se dit, si je ne suis pas suffisamment bon, peut-être est-ce que l'on va me laisser. Et généralement, les enfants sont vite rassurés à ce sujet, parce que même si le parent se met en colère, très rapidement, l'enfant garde sa place dans le foyer. Il est évidemment pas abandonné. Mais dans les cas les plus extrêmes, c'est, je crois, l'angoisse du narcissique en général, qui n'est pas forcément pervers, parce qu'on peut être narcissique sans être pervers. C'est l'angoisse du narcissique de se savoir abandonné, d'avoir peur d'être abandonné. Mais le narcissisme, c'est une étape par laquelle chacun de nous passe. Avant l'Oedipe ou après ? Oh, bien avant. On pourrait penser, donc en relisant Freud et les gens qui l'ont suivi, qu'il existe 3 grandes phases dans la structuration de l'enfant. D'abord, il doit découvrir qu'il existe un autre, parce qu'à la naissance, je pense que ça ne va pas de soi. Il doit donc découvrir qu'il existe un autre. Quand il a compris qu'il existe un autre, il a compris qu'il existe lui en tant que moi, séparé des autres, vous voyez, donc c'est déjà comprendre qu'on existe. Ensuite, qu'on a des interactions avec le monde, savoir qu'on a une image, qu'on a une identité aussi, une ébauche d'identité qui se fait. D'abord, on découvre qu'on a un sexe qui n'est pas forcément le même que tout le monde en même temps, vous voyez. Et donc, la 3e partie sera effectivement l'Oedipe, mais qui arrive quand même très tardivement dans la structuration de l'enfant. Et qui est aussi une forme d'angoisse d'abandon, le fait qu'on se tourne vers un parent et qu'on a envie de prendre sa place finalement. Freud parle d'angoisse de castration, c'est-à-dire que moi, à mon avis, c'est toujours la même angoisse depuis la naissance jusqu'à l'Oedipe, mais qui évolue, qui est quand même moins prégnante.
C'est l'angoisse de ne pas être quelqu'un d'important, de ne rien valoir. J'ai tout un chapitre d'ailleurs, hein, donc pourquoi m'as-tu abandonné? D'abord sur l'angoisse d'abandon, ensuite sur l'angoisse de castration. Quand vous évoquez la castration, est-ce que c'est synonyme de frustration? Oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant, lorsqu'il grandit, il a compris qu'il existe, il a compris qu'il a une image, il a compris qu'il a des interactions avec le monde, et à un moment donné, tout simplement, il veut prendre une place dans la société, ce qui est tout à fait normal en plus. Il en a marre d'être pris pour un enfant. Et quelle société connaît-il tout de suite? C'est la société de papa et de maman. Et quelle place pourrait-il bien prendre au sein de ce couple? Et à ce moment-là, on va lui dire non, 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 non. Tu as bien sûr une place d'enfant et tu es toujours le bienvenu au sein du foyer, mais tu n'as pas de place à prendre à l'intérieur du couple. Et ça crée effectivement, vous avez raison, une frustration. Et c'est ça l'angoisse de castration. Elle sera plus ou moins importante, et c'est pour ça que je balaye un petit peu le complexe d'Oedipe. Elle sera plus ou moins importante suivant que l'enfant aura une image suffisamment bonne de lui. C'est-à-dire que s'il a un narcissisme suffisamment tempéré, écoutez, il va renoncer et se tourner vers le monde et mettre ses énergies au service de ce qui lui est proposé. C'est beaucoup l'école, hein, donc au service de ses études, de ses grandes amitiés. Et d'ailleurs, on le voit, les enfants, à partir de l'âge de 6 ans environ, ils rentrent dans une période où ils sont quand même plus tranquilles. Hein. Ils ont refoulé leur désir qui n'était pas juste et ils le mettent au service bien souvent de l'apprentissage. Mais à la différence de Freud, je pense que le narcissisme et l'angoisse d'abandon est beaucoup plus puissante que ne l'est l'angoisse de castration. Je pense qu'un enfant qui a été suffisamment rassuré, chez lui, l'Oedipe passera assez rapidement. C'est pas... Freud fait du complexe d'Oedipe le noyau de toutes les névroses. De l'angoisse de castration, hein, si vous voulez, Oui, le noyau de toutes les névroses. Je pense qu'en fait, le noyau de nos névroses, c'est plutôt la faille narcissique. Alors, qu'est-ce que représente cette angoisse et comment se met-elle en place, cette angoisse d'abandon? L'angoisse d'abandon, donc je viens déjà de le dire, se met en place au moment de la structuration de l'image de l'enfant. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être la bonne personne, de ne pas être à la hauteur de l'attente de ses parents. Alors en plus, il se passe un phénomène, c'est qu'on a tendance à idéaliser nos parents. Donc si nos parents sont les êtres idéaux, on a tout intérêt à être l'enfant idéal. Et là, on retrouve ce que vit le pervers narcissique, c'est-à-dire le besoin d'être la personne idéale. Et alors, dès qu'un défaut va apparaître, dès qu'on a un petit besoin d'agressivité, tout ça va être caché, mis sous le tapis. Mais à un moment donné, ça demande à ressortir. Alors, que fait-on de ces défauts? Et d'ailleurs, j'ai tout un passage dans Pourquoi m'as-tu abandonné sur comment est-ce qu'on peut sortir du narcissisme. Ça passe d'abord par la désidéalisation de l'autre, puis la désidéalisation de soi. C'est-à-dire qu'on doit accepter quand même qu'on a des défauts, on n'est pas parfait, qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, veut dire à partir du moment où on prend position, il y aura forcément des gens qui ne seront pas d'accord. Et c'est vrai que le narcissique, lui, il fait tout pour être aimé, il fait tout pour être en accord avec tout le monde. Hein. Si vous êtes de droite, il est de droite, si vous êtes de gauche, il est de gauche. Si vous racontez une blague, même s'il n'a pas compris, il va rire. Et vous écrivez aussi dans ce chapitre qu'on ne peut aimer quelqu'un qu'on idéalise, on ne peut que l'admirer, cette personne-là, parce qu'il faut entrer dans la réalité de l'autre et pas le fantasmer. Ah, pleinement. Alors vous savez, quand on rencontre quelqu'un, on est amoureux, on est un peu fusionnel au départ, évidemment on l'idéalise, et puis évidemment aussi on montre que nos qualités. Quand on veut séduire quelqu'un, on ne va pas commencer en lui disant j'ai plein de défauts. Mais oui, c'est vrai que dans une relation, pour avoir une relation forte, il va falloir à un moment donné désidéaliser l'autre, rencontrer ses défauts, puis tout simplement les accepter. Et puis accepter que soi-même, on n'est pas toujours à la hauteur. Ça, c'est plus compliqué. C'est plus difficile, hein. On a tellement de choses à prouver. On a le sentiment d'avoir tellement de choses à prouver. Je veux te manger, mon loup, te passer à la casserole. Je vais prendre tes jambes à mon cou, te cuisiner me rend folle. Je veux te mariner, mon loup, te griller les moustaches à la poêle. Je vais te faire revenir à feu doux. Crois-moi, cette recette est au poil. Là, sweet, sweet honey, I love you. Je veux te déguster,
vais prendre le temps de te rendre fou, te ferai mijoter au bain-marie. Je veux te découper, mon loup, t'éplucher comme une orange. Tu ne feras plus de zeste du tout, et je n'aurai plus faim, c'est étrange. Ah, sweet, sweet honey, I love you, mon loup. Ah, sweet, sweet honey, I love you. Ton poivre et sel se mélangent comme sucré salé à mes cheveux d'ange. Je veux te gaver, mon loup, que je te reste en travers. J'y mettrai tous les ingrédients, mon chou, et tu remettras le couvert. Tu veux me gâcher, mon loup, me rouler dans la farine. Tu t'imagines que cela a du goût? Je t'en ferai des tartines. Ah, sweet, sweet honey, I love you, mon loup. Ah, sweet, sweet honey, I love you. Ah, On va revenir aux victimes des pervers Oui. narcissiques. Pourquoi on n'arrive pas à quitter cette relation? On a peur de l'abandon, vous l'avez dit. Oui. Mais et pourquoi Pas est-ce que. qu'on reste accroché à ce qui nous fait mal finalement? Alors il y a toute une gradation quand même dans la relation perverse narcissique. Il y en a qui sont beaucoup plus puissantes et plus graves que d'autres, puisque je dis dans les pervers narcissiques, le pervers narcissique peut nous conduire à la dépression, à la folie, voire même à la mort par suicide ou par accident. Vous voyez? Alors qu'est-ce qui nous retient à ce pervers narcissique? D'abord, il était l'être parfait. Parce qu'on peut être l'être parfait, vous savez, il suffit de ne montrer que son bon côté. Seulement le problème, c'est que ça ne tient pas. Donc à un moment donné, il a été l'être parfait, il nous a renvoyé une image formidable, il nous a dit qu'on était vraiment quelqu'un de formidable. Et avec le temps, avec tous ces mécanismes qui sont mis en place, qui parfois ressemblent, les victimes ressemblent à des personnes qui sont hypnotisées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ont perdu leur bon sens. Parce qu'il suffirait de dire, tu me parles mal, je m'en vais, point final. Non, le pervers narcissique, on dirait qu'il s'est rendu détenteur de l'image idéale de l'autre et de l'image du couple idéal. Et qu'à tout moment, il pourrait le rendre, mais qu'il ne veut plus. Vous voyez? C'est-à-dire que la relation perverse narcissique a toujours commencé par une intense séduction, et souvent les gens qui vous décrivent la relation vous disent, mais au début, c'était merveilleux. Vous voyez, on a rencontré l'être idéal, on a rencontré le Dr Jekyll. Mais il faut quand même bien comprendre que le Dr Jekyll ne peut pas exister sans Mr Hyde. Et quelqu'un d'équilibré, en fait, a réussi, et tout en nuance, si vous voulez. Il n'est pas coupé en deux comme peut l'être le pervers narcissique. Ça mène parfois à l'échec précisément de la relation, l'échec de l'image qu'on a de soi, de l'estime qu'on peut avoir et de s'occuper de soi. À quel moment le psychanalyste arrive-t-il pour éviter que ces échecs se répètent ? Mais déjà, vous savez, si vous rencontrez un psychanalyste, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est que vous avez décidé de prendre soin de vous. Donc déjà, on a fait une grande partie du chemin. Quand on téléphone à un thérapeute pour prendre rendez-vous, on est déjà sur le chemin de la guérison, entre guillemets. Vous parlez d'échec, mais l'échec, c'est quelque chose que nous rencontrons tous. Simplement, à un moment donné, l'échec devient catastrophique pour le narcissique parce que ça vient confirmer sa mauvaise image de lui-même. Ça vient lui confirmer qu'il ne vaut rien.
On pourrait dire que le pervers narcissique et sa victime, vous savez, c'est un peu comme le positif et le négatif d'une même photo. C'est-à-dire que le pervers narcissique montre qu'il est tout puissant et formidable, et en même temps, à l'intérieur de lui, il a le sentiment exactement inverse, c'est-à-dire qu'il ne vaut rien. Et la victime, bien souvent, eh bien, elle dit qu'elle ne vaut rien. Et alors, c'est comme ça, souvent d'ailleurs, qu'elle se jette dans les griffes d'un pervers narcissique, hein, parce qu'elle commence au départ en lui disant « Mais tu sais, je suis une petite personne, je ne suis pas grand-chose, je ne vaux rien. » Et l'autre s'aperçoit qu'il est en terrain conquis. C'est souvent comme ça, c'est pas toujours comme ça. Hein. Faut pas non plus trop généraliser. Et puis, vous parlez aussi de nos fantômes qui peuvent ressurgir à tout moment de notre existence. Ça aussi, ça déstabilise la victime du pervers narcissique? Ah, complètement, mais ça rejoint un petit peu ce dont vous parliez tout à l'heure, la répétition. Vous me disiez, une femme battue va retrouver un homme violent et encore. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois qu'on est inconsciemment, surtout en première partie de vie, hein, c'est là où la psychanalyse est quelque chose de vraiment intéressant, parce dans la deuxième partie, elle nous invite à une forme de liberté, c'est-à-dire à nous libérer de nos fantômes et de nos répétitions morbides. Hein. Peut-être que inconsciemment, on se dit, je vais retrouver la personne qui était violente quand j'étais enfant, et je vais enfin pouvoir lui dire ce que je pense. Mais le fait est que c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte. Et quand on se retrouve face à celui qui nous dévalorise ou qui nous bat, on régresse et on redevient un enfant, et on se retrouve bien souvent dans la situation exactement identique à celle qu'on avait connue enfant, et on a tendance à se laisser faire. Et c'est ça qui explique, encore une fois, que la victime puisse rester si longtemps avec celui qui la maltraite. Il y a quelque chose dans son inconscient qui dit, ça y est, cette fois-ci, aujourd'hui, je vais lui dire, ça ne marche plus. Et au moment où elle va se mettre en colère, elle tombe sur le bon docteur Jekyll, qui a un sourire magnifique, et qui lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? On n'est pas bien ensemble? Il n'y a pas aussi, et vous l'évoquez dans cet ouvrage, Pourquoi m'as-tu abandonné, dans cet échec à répétition, une fuite en avant. On ne veut pas être conscient de la problématique et des angoisses et des peurs qui nous envahissent. C'est vrai que si on a rencontré la personne idéale à un moment donné, abandonner, partir, c'est accepter c'est penser qu'on a échoué quelque chose. Moi, j'entendais une jeune femme qui me disait, mais si j'arrête cette relation, ça veut dire que j'ai perdu 4 ans. Comme si pendant 4 ans, elle n'avait pas été vivante, comme si ce qu'elle avait vécu, elle ne l'avait pas vécu. Vous voyez? Comme si tout à l'heure, le seul fait d'arrêter vous voudrait dire, bon voilà, j'échoue, et donc ça veut dire que cela n'a pas existé. Il y a quelque chose qui ne s'inscrit pas chez le narcissique. C'est-à-dire qu'un narcissique, vous pouvez lui dire qu'il est quelqu'un de bien et va en être heureux, hein, mais la minute d'après, il en doute à nouveau. Il y a quelque chose qui ne s'inscrit pas chez lui, et y compris ce qu'il vit, il est à côté de la réalité. Il n'est pas déréalisé comme peut l'être le schizophrène, ou à la limite comme peut l'être le pervers narcissique à un moment donné, mais il est à côté de la réalité. Il n'est pas inscrit pleinement dans la réalité. Et ça, c'est aussi le fait qu'on nourrisse énormément de fantasmes. On a envie d'une vie rêvée, finalement. Bien sûr. Ah, mais c'est formidable d'avoir un idéal. Attention, quand je parle de désidéaliser, c'est désidéaliser l'autre, se désidéaliser soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tendre vers le meilleur pour nous. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tendre vers un idéal. Jean-Charles Bouchou, alors le point de vue des philosophes, quand ils s'interrogent à propos de nos relations amoureuses ou amicales, c'est de donner un sens. Est-ce que le psychanalyste que vous êtes a envie de donner un sens à toutes ces douleurs que viennent vous exprimer les patients? Alors, le psychanalyste n'a pas à donner un sens à son patient, certainement pas. Alors, en dehors de mon travail de psychanalyste, bien évidemment, je philosophe comme tout le monde et j'essaye de trouver un sens à tout cela. Et c'est pour ça que j'écris des livres. Dans mes livres, je m'avance quand même beaucoup plus que je ne m'avancerais dans une relation thérapeutique. Mais en analyse, non, le psychanalyste n'a absolument pas à donner un sens, parce que s'il donnait un sens, il donnerait son propre sens, voyez ? Et alors, on laisse la personne s'exprimer, on la laisse trouver le sens qu'elle a envie de donner aux choses. Et vous savez, une situation identique, plusieurs personnes donneront un sens différent. Et ça, on doit le respecter. Le psychanalyste n'est en aucun cas un coach, surtout pas. Néanmoins, dans cet ouvrage dont nous parlons ce soir, Pourquoi m'as-tu abandonné, vous consacrez la dernière partie de votre ouvrage à nous exposer ce que pourrait être une pensée ternaire. Alors on va vous demander de vous expliquer à ce sujet.
L'après-névrose. Oui, oui, puisque j'ai passé les trois quarts du livre à expliquer qu'il existe une première partie sur laquelle je ne m'étends pas, parce que ce n'est pas l'objet du livre, donc qui est la découverte de l'autre et de soi. Et quand c'est raté, eh bien, ça donne la psychose chez l'adulte. Le psychotique ne sait pas vraiment qui il n'est même pas sûr d'être bien séparé de l'autre. Ensuite, une deuxième phase, donc, qui est la phase narcissique, celle sur laquelle je m'étends le plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai gardé le titre « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, l'angoisse afférente au narcissique, on l'a compris, c'est l'angoisse d'abandon. Je viens rapidement, ça représente à peu près un quart du livre, sur l'angoisse de castration, c'est-à-dire qui est l'angoisse propre au névrosé, qui est donc après, quand on est sorti du narcissisme, on entre donc dans la névrose, et je m'interroge sur qu'est-ce que pourrait bien être une pensée au-delà des névroses, qu'elles soient narcissiques ou oedipiennes. Et oui, j'envisage la pensée ternaire, c'est-à-dire qu'on ne cesse de nous rabattre les oreilles. Vous êtes blanc ou vous êtes noir, vous êtes de droite ou vous êtes de gauche, vous êtes pour le Paris Saint-Germain ou pour l'OM, on dirait en France. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée de choisir un camp. Je crois que c'est bien plutôt de prendre de la hauteur. Et à un moment donné, on peut avoir une pensée qui est détachée, si vous voulez, du fait d'entrer dans un clan. Mais en ce moment, on nous y ramène avec force. Vous voyez, quand on entend les propos, y compris en France, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais carrément les propos des ministres ou même présidents de la République peuvent être des propos racistes, où ils traitent nos enfants de racailles. Nos enfants, les enfants de la France. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nés de parents d'origine étrangère, vous voyez ? Alors moi, j'aimerais bien qu'on arrive à un autre discours où on s'adresse à nos enfants en leur disant a priori quand même que ce sont de belles personnes, qu'ils trouveront une place dans cette société s'ils s'en donnent la peine. C'est-à-dire qu'on les rassure d'un point de vue narcissique et qu'on leur dise qu'ils ont une place dans la société. Et je pense que nos gouvernants pourraient accéder à une pensée quand même plus intéressante que celle qu'ils nous proposent actuellement. Donc ce que j'applique là à la politique peut s'appliquer dans tous les secteurs de la vie. Donc j'ai une petite réflexion sur la politique, j'ai une petite réflexion sur le féminisme aussi. Quelle pourrait être la pensée des féministes, autrement que de dire voilà, moi je suis dans le camp des femmes ou je suis dans le camp des hommes. Parce que c'est un peu ça que fait le pervers narcissique, vous savez. Le racisme, par exemple, est un symptôme pervers narcissique. C'est-à-dire que vous vous rappelez qu'il a peur de se couper en deux et de devenir Jekyll et Hyde. Il va couper l'objet société en deux. Il va dire, voilà, d'un côté, il y a ceux qui ont la même couleur de peau que moi et qui sont des gens bien. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont une couleur de peau différente de la mienne et qui sont des gens mauvais. C'est-à-dire, je suis Jekyll, encore une fois, et vous êtes Hyde. Alors ça marche, le racisme racial, il peut être aussi sexuel, il peut être social aussi, les riches, les pauvres, etc. Donc oui, j'espère que le 21e siècle, j'ose écrire ça, le 21e siècle sera ternaire ou ne sera quelque chose qu'on l'on découvre à un moment donné, oui. Est-ce que chacun de nous porte des névroses ? Oh oui. Oui, Freud disait qu'idéalement, il disait la personne normalement névrosée lorsqu'il voulait parler de quelqu'un qui est suffisamment avancé. Oui, nous sommes porteurs de névroses. Ce n'est pas très grave. Et puis nos névroses, à un moment donné, vous savez, on peut les mettre aussi au service de nos projets. Et je ne sais pas, quelqu'un d'un peu hystérique peut faire un excellent comédien, un très bon histrion. Quelqu'un d'un peu obsessionnel peut mettre son plaisir à toujours réfléchir au service d'une réflexion plus intense. Je donnais l'exemple dans la pulsion, si on considère, parce qu'il y a toujours un rapport au pouvoir et à la toute-puissance, si on considère par exemple que celui qui possède le savoir possède le pouvoir, si c'est un professeur, et s'il ne veut pas justement rencontrer cette fameuse castration, il va penser que son savoir est son phallus, comme on dit en psychanalyse, c'est-à-dire la chose qui lui donne quelque chose de plus. Eh bien, à ce moment-là, il va être abscon, c'est-à-dire qu'on ne va pas le comprendre. Quand il va donner ses cours, on ne va pas le comprendre. Et à la fin de l'année, les élèves n'ayant rien compris, il reste celui qui possède le pouvoir, celui qui possède le savoir, donc qui possède le pouvoir. À un moment donné, pour être un bon professeur, il faut accepter de perdre. Parce que, je finis un petit peu comme ça sur le thème de l'abandon. Quand on est abandonné, c'est une bonne nouvelle. Si on est un professeur, on a gagné le jour où on ne sert plus à rien, puisqu'on n'a plus rien à enseigner, on a tout donné. Si on est un thérapeute, on a gagné le jour où l'autre est en bonne santé. Enfin, idéalement, si notre médecin, on n'a pas besoin de lui. Donc on le laisse, on l'abandonne. C'est bien la preuve qu'on est en bonne santé. Pareil pour nos enfants. Voilà, si on est des parents aimants, est-ce que c'est une grande fierté, une grande liberté de leur avoir transmis une autonomie, par exemple, parce bien que sûr. parfois Et ils qu'ils quittent le nid familial et on se dit on a Bien raté sûr. quelque chose et on devrait penser le contraire. Exactement. Voilà. Et le parent narcissique, forcément, à un moment donné, risque de ne pas être un bon parent parce qu'il aura été tenté de s'identifier à sa fonction de parent. Donc, si je suis maman ou papa avant tout,
Le jour où l'enfant s'en va, j'ai le sentiment de n'être plus rien. Alors je vais l'empêcher de partir. Vous voyez ? Je ne vais pas accepter de perdre mon image. Ou si je suis dans la toute-puissance, à ce moment-là, plus dans la névrose, je vais vivre le départ de l'enfant comme une castration. Donc je ne lui permets pas de partir. Et c'est là qu'on fait des enfants qui ne vont pas toujours très bien. Parce que le jour où ils s'en vont, ils ont le sentiment de vous avoir abandonné. Et ils sont coupables de partir, ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Jean-Charles Bouchou, alors où est l'amour dans ce sentiment d'abandon ? Est-ce qu'on manque d'amour de soi ou on manque de l'amour des autres ? Ah oui, je vous l'ai dit à un moment donné, si on n'a pas été aimé enfant, on ne peut pas reconnaître l'amour de l'autre. Et si quelqu'un nous porte de l'amour, on ne le comprend pas. Et même on a le sentiment d'être mis en danger par ce truc-là qu'on ne comprend pas. Donc c'est vrai qu'il faut avoir rencontré l'amour et il faut à un moment donné être en capacité de le recevoir pour pouvoir l'accueillir. Alors bon, les gens qui n'ont pas connu l'amour enfant, mais il va falloir qu'ils apprennent qu'ils sont quelqu'un de valable, qu'ils sont quelqu'un de valable comme tout le monde, et qu'ils ont le droit d'aimer, qu'ils ont le droit d'être aimés. Et il y a dans l'amour quelque chose de l'ordre du lâcher-prise. On ne peut pas aimer comme ça. Hein. Il y a, la rencontre amoureuse est quelque chose, vous savez, même quand ça se passe bien, de très angoissant. Parce qu'à la fois, c'est source de bonheur, de joie, de découverte, mais c'est en même temps, on se pose la question, mais est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que la personne va continuer de m'aimer ? Est-ce que je suis suffisamment bon ? Vous voyez, toutes ces questions qui sont quand même relativement narcissiques. Hein. À un moment donné, on va devoir lâcher prise. Et c'est dans l'amour, le bel amour, je crois, ne peut exister que dans le lâcher prise. Mais alors, quelle est la plus belle rencontre possible ? La rencontre de soi. C'est écrit sur le temple de Delphes. Nos pères, ils nous le crient encore depuis plus de 2000 ans. Connais-toi toi-même. Et c'est la réponse aussi au pervers narcissique. Connais-toi toi-même. Si quelqu'un vous fait un reproche, vous dit voilà, tu as tel défaut. Si vous vous êtes rencontrés, vous allez dire oui, tu as raison, et alors ? Et ça tombe complètement à plat. Ou vous allez lui dire non, et apparemment c'est une projection, c'est de toi-même que tu parles. Et l'autre va se sentir mal à l'aise, il va partir. Hein. Quelqu'un qui s'est rencontré lui-même, quelqu'un qui est un petit peu avancé psychiquement, le pervers narcissique, il s'en va, hein. Il ne le supporte pas. Le pervers narcissique, il est attiré par des gens qui ont des failles narcissiques. Il est attiré par des gens qui manquent de confiance en eux. Vous citez une très belle phrase. Hein. Prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi. Oui, c'est dans le Samyutta Nikaya, c'est une phrase courte du Bouddha qui est rapportée depuis 2500 ans. Et bien sûr, vous avez, quand je fais beaucoup de conférences et je rencontre beaucoup de gens qui sont avec des pervers narcissiques qui disent oui, mais c'est quelqu'un qui va tellement mal. Vous ne parlez pas de compassion. On me reproche de ne pas être dans la compassion quand je dis mais écoutez, il faut fuir. Mais si, bien sûr, fuir, c'est de la compassion. Fuir, c'est dire à l'autre, ton fonctionnement ne marche pas. Ton fonctionnement ne marche pas, donc je m'en vais. C'est le seul cas où cet autre va, peut-être, ce qui est peu probable, mais ça pourrait arriver, se remettre en question. Par contre, si vous restez, vous lui dites, ça marche, continue. Vous voyez ? Donc, prendre soin de soi, en partant, c'est prendre soin de l'autre aussi. C'est de la compassion. Et à un moment donné, quand on est dans la compassion vraie, non pas celle qui s'énonce au coin d'un bar le soir, parce que c'est à la mode et que c'est très New Age, quand on est vraiment dans la compassion, on est dans la compassion de soi comme dans la compassion de l'autre. Hein, la compassion bien ordonnée commence par soi-même, mais prendre soin de soi, c'est prendre soin de l'autre. Et prendre soin de l'autre, c'est prendre soin de soi. Est-ce qu'il faut aussi penser autrement nos façons de nous aimer ? Alors, je reviens sur la phrase que vous venez de prononcer, prendre soin de soi. Si vous prenez soin de vous-même, si vous vous rencontrez, vous allez être ouvert, vous allez être tolérant, et puis à un moment donné, intolérant là où il ne faut pas l'être. Et effectivement, nos histoires d'amour seront beaucoup plus... Après le journal, nous vous proposons quelques fantasmes littéraires délirants, mais à